public, la solution telle qu'elle est, peut le mettre directement sur le cloud sans aucun problème. En termes de coût d'exploitation, gagner jusqu'à 50% en termes de coût de matériel. Et en termes de matériel, pourquoi? Par exemple, si on prend Exchange ou bien Lotus Domino, pour faire de sauvegarde, vous devez acheter la solution. Pour faire de anti-spam, antivirus, vous devez acheter la solution à part. Pour faire de HSM, vous pouvez acheter. C'est-à-dire que c'est des fonctionnalités que vous devez payer pour l'allier. Dans ZEMRA sont inclus directement. Réduire les coûts humains. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute une équipe pour gérer ZEMRA. Quelqu'un qui a des notions, qui est bien placé sur Linux, ils peuvent gérer bien ZEMRA, que ce soit en lieu de commande. Et si vous voulez utiliser la console d'administration web, vous n'êtes pas obligé carrément d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment Linux. Vous pouvez aller directement sur. Alors, réduire le coût en support utilisateur, tellement elle est une solution intuitive et claire que vous n'êtes pas obligé de faire des séances de formation pour l'utilisation. Quelqu'un qui rentre sur ZEMRA, c'est là l'intention qu'il est sur Yahoo, bien sur Gmail, c'est pratiquement la même chose. Alors, il y a le multi-tenance et classe de service qu'on a parlé déjà. La multi-tenance autorise la prise en charge de domaines multiples et personnalisés par une seule plateforme. Autrement dit, on peut dédier un petit data center pour la gestion, puisqu'il faut faire attention. Lorsqu'on dimensionne une solution de messagerie, il ne faut pas penser au nombre d'utilisateurs que vous avez maintenant. L'université, elle embauche chaque année, par exemple, des centaines d'enseignants. Elle embauche chaque année, il y a des étudiants d'ordre de midi qui arrivent chaque année. Alors, il ne faut pas penser à cette année qu'on a 2000. On va dimensionner le matériel sur base, par exemple, de 5000, être libre au fil de 5 ans en termes de matériel, mais en termes d'achat, je vais acheter plus de 2000. Au fur et à mesure, je vais augmenter le nombre d'utilisateurs. Mais le plus important, c'est qu'il faut penser bien à l'avance à l'infrastructure matérielle. Alors, il y a la notion de quota aussi, et la gestion d'accès. Il y a des fonctionnalités dans ZEMRA qui peuvent aller jusqu'à d'interdire à l'utilisateur de changer son mot de passe, de faire que envoyer et recevoir des emails, et rien. Même l'accès au LAGAL, ce qu'on appelle LAGAL, Global Access List, il n'a pas de droit de voir tous les utilisateurs. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on trouve le EHK Storage Management, le HSM, et vous voyez d'ailleurs, vous avez une interface qui vous dit, vous voulez stocker sur le disque à faible coût que vous avez, quelle information? Est-ce que les messages et les documents? Les messages et les documents, les tâches, je vais stocker que les informations que je n'utilise pas souvent. Généralement, les messages, les tâches et les documents, on l'utilise souvent. On peut les négliger de cette phase. Alors, pour le cloud release, je ne vais pas parler sur le cloud. Ça, c'est un exemple. Malheureusement, j'ai contacté carrément le responsable technique de cette université pour intervenir directement, même en anglais, pour expliquer le gain qu'a eu l'université à travers le déploiement de ZEMRA. Vous avez quelques chiffres et je vous envoie le lien de responsable technique, le directeur IT, qui explique sur YouTube le gain d'utiliser ZEMRA en termes de fonctionnalité, en termes d'administration et en termes de coût. Si on revient puisqu'il y a la notion de licence éducation. Avec la licence éducation chez Exchange,
ils ont calculé autour de 7,50 $. Et imagine si vous avez 80 ou 100 000 étudiants et enseignants. Même fonctionnalité, les mêmes fonctionnalités avec les mêmes conséquences, ça devient à 3 $ pour Zimbra. Et ce n'est pas le cas, ça c'est une étude de 2 ans, qui date de 2 ans, c'est pas récent. Alors, ça c'est côté. Alors, un petit récap sur le Zimbra. Dans Zimbra, il y a 2 versions. Il y a la version standard et la version professionnelle. La différence, c'est quoi? C'est qu'avec la version standard, on ne peut pas utiliser MS Outlook comme client de messagerie. On peut l'utiliser pour recevoir, mais on ne veut pas tirer ou bien profiter de toutes les fonctionnalités de Outlook, c'est-à-dire la gestion d'agenda, la gestion de carnet d'adresse, on ne peut pas le faire. Vous êtes obligé d'aller sur le professionnel. Pour les enseignants, il y a que la professionnelle. Le standard n'est pas offert pour le staff éducation. Il y a le archiving and discovery. La différenciation par rapport à d'autres solutions, c'est quoi? C'est que Zimbra, par nature, elle est claire pour le cloud. Comme une solution maintenant installée, demain l'université ou bien le ministère offre pour un cloud, vous ramenez tout, vous donnez directement sur le cloud, ça nécessite aucun effort en termes d'une alternative économique. Un client email web vraiment réputé, administration puissante, et je vais vous montrer l'administration, la haute disponibilité, et parmi les plateformes qu'ils ont trouvé la montée charge d'air. Alors ça c'est un peu sur l'utilisation de Zimbra. Ça c'est les 2 interfaces, et vous voyez, j'ai fait ça exprès, j'ai programmé un rappel sur notre présentation, et me dit voilà, vous avez une échéance dépassée de 3 heures. C'est prévu, on commence à. Puisque ça c'est un système informatique, là je suis obligé de faire tout annuler pour annuler là. Maintenant, ça c'est l'interface d'utilisation de Zimbra. Je vais vous montrer à desktop, je vais vous montrer l'utilisation de. Il y a déjà les volets que vous voyez, il y a le mail, il y a le carnet d'adresse. Il y a un problème d'accès. Je vais voir. J'ai un problème d'accès. C'est bon. Alors maintenant, ça c'est le carnet d'adresse. On a ici le calendrier. Vous voyez que j'ai déjà organisé ou bien placé dans mon agenda un rendez-vous qui va être diffusé sur les membres de rendez-vous. Il va être envoyé au niveau des. Je vais montrer les tâches. Ça, c'est les tâches à faire. Le porte-document. Et vous voyez ici, j'ai un doc avec 2 versionning. Et voilà, version 1, 2, 3. Et là, je peux les modifier carrément sur la plateforme sans sortir, sans utiliser un éditeur, par exemple, un test. Et je vais enregistrer qui était, avec des commentaires, bien sûr, si vous voulez commenter. Et là, on se retrouve avec la version 4. Et vous voyez que vous suivez toutes les. La question qui se pose, est-ce que c'est le même fichier qui est stocké ou bien c'est 4 fichiers stockés selon. C'est un seul fichier stocké avec
la notion de version libre. Il va chaque fois ajouter que la modification. Ça, côté, ça c'est un partage avec l'administrateur qui m'a partagé un document sur Gemra. Et je peux le télécharger ici. Comme je peux faire un upload d'un fichier, autrement dit, je peux envoyer un fichier à l'administrateur sans passer par un mail. Dès que j'envoie un mail ici, un fichier, il va recevoir un mail où il dit voilà, vous avez des préférences en termes d'utilisation et de social. Vous pouvez placer ici tous les pages que vous voulez, Facebook, Twitter, directement sans sortir de l'interface. Alors, on va commencer avec les fonctionnalités de nouveaux messages. L'avantage que si je fais Univ, et là, j'ai toutes les universités qui commencent avec, je vais faire, ça va être université d'Alger, test, un autre test pour l'envoyer, mais l'avantage ici, c'est que je peux soit l'envoyer, ici, la notion d'envoyer plus tard. On a toujours ce problème que je vais envoyer demain, Inch'Allah, matin, un mail au responsable. Mais demain matin, je suis pas le problème, alors, dès que j'ai l'information que je dois envoyer un mail, je vais lui dire, voilà, je rédige le mail, demain matin à 18, par exemple à 10h, il faut envoyer le mail. Il va être planifié pour être envoyé demain matin. Ça, c'est l'une des fonctionnalités que je vais vous donner une autre en termes de calendrier. Je vais allouer ici, par exemple, le 14, je vais créer un rendez-vous pour vous montrer l'utilité plutôt, je vais commencer avec les tâches. Mieux, je vais créer une tâche. Et là, je fais test sériste. Et l'endroit, une tâche qui va commencer. Et là, vous pouvez organiser de telle façon qu'elle soit. Et vous voyez ici qu'il y a même la notion d'état. Si, par exemple, vous avez un projet entre les enseignants, vous n'êtes pas obligé chaque fois de faire des rapports. Il faut utiliser une seule interface que vous pouvez suivre l'état d'évolution de cette tâche. On peut dire qu'on parle ici de la notion de gestion de projet intégrée au niveau de la messagerie. Et vous voyez ici toutes les fonctionnalités non lancées, pas en cours, on attend d'une confirmation d'une autre personne. Ça, c'est les fonctionnalités toujours au niveau de l'utilisateur. Vous avez ici la notion de contact et personne contactée par mail. La différence, c'est quoi? C'est que le contact, c'est le contact que vous ramenez de la gare, du serveur. Et est-ce qu'il est partagé avec vous ou non? Par contre, par mail, c'est quoi? Dès que vous envoyez un mail, vous voyez, il va le mémoriser. Vous n'êtes pas obligé de le mémoriser. Dès que, par exemple, par la suite, vous tapez B, elle va vous donner tous les gens commencent avec le B, dans le carré d'adresse, comme dans les gens que vous avez déjà envoyé un mail, mais qui n'appartient pas à notre gare. Ça, c'est la notion de. Il y a aussi les calendriers, on va voir un rendez-vous pour toute la journée. Alors, test. Vous voyez, lorsque j'ai fait salle 1, il m'a donné, je ne sais pas ce que vous voyez, salle 1, l'affichage il est occupé, marqué public ou privé, ça tout dépend. Dans le calendrier, il va commencer, et même la répétition,
Et il va me envoyer un rappel à 5 minutes avant, ou bien une demi-heure avant le début de la... Alors ça c'est, je vais voir plus de détails. Et là, vous voyez les participants, je vais dire que admin, il va participer à cette. Et vous voyez, je peux dire que cet utilisateur, ou bien ce invité, est-ce que c'est un participant obligatoire? Là, on attend la confirmation, ou bien c'est un utilisateur facultatif, ou bien il s'agit d'une ressource carrément. Je peux dire que ça, c'est une ressource. Je peux ajouter une ressource ici. Par exemple, vidéo, projecteur. Et là, je me retrouve avec administrateur, vidéoprojecteur et la salle. Ça, j'ai pris toute la journée de 14. Je vais sauvegarder ça. Et en plus, on a dit que admin qui va recevoir là. Je vais me déconnecter pour me connecter en tant qu'admin. Ça, c'est l'utilisateur. Hein? Je parle de compte messagerie de admin. Alors, dans calendrier, je peux envoyer. Ah, c'est la présentation qui a annulé. Je n'ai pas envoyé. Alors, envoyer aux gens qui vont participer. Ça c'est. Hein? Je vais faire admin. J'ai pris le mauvais exemple. Parce que admin, c'est quelqu'un qui a. C'est un peu critique. C'est pas quelqu'un comme pour tout le monde les envoyer des emails. Alors, on va essayer de créer nous un jeu entier, test, dans le roi. La salle, libre. Je le mets occupé et je fais OK. Alors, je fais ça revenir plus tard. La salle. Et je vais enregistrer et envoyer. Alors, je vais rentrer en tant que... N'hésitez pas de me poser des questions sur la démonstration. Quelqu'un qui veut s'impliquer dans la démonstration. Alors, ça c'est occupé. Je vais l'écrire à partir de slash test. Alors, maintenant ça c'est côté utilisateur, je vais revenir sur l'utilisateur, attendant pour voir l'état du serveur. Alors là c'est la partie administrateur. Vous voyez que ça c'est l'état sur les différents services qui sont déjà en cours d'exécution. Je peux gérer les ressources ici. Vous voyez que j'ai inscrit 2 ressources. Il y a un vidéoprojecteur et une salle numéro 1 par exemple. Et vous pouvez ajouter d'autres. Il y a les listes de diffusion que vous pouvez créer. Vous avez 2 listes de diffusion par défaut créées au niveau de
système. Vous avez les alias que vous connaissez normalement en tant que des administrateurs. Et ici, il y a les comptes. J'ai créé quelques comptes pour les universités et d'autres. Maintenant, dans la partie COS, ça c'est le COS. Le COS, c'est la classe de service. Si on prend l'exemple de l'université. Les universités, ils ont le droit de voir tout. Vous voyez que ça, c'est l'utilisateur Guida. Vous voyez, pour vous montrer, il a le droit de mail, carnet d'adresse, calendrier, tâches, porte-document, tout. Je vais changer au niveau de COS. C'est-à-dire, je vais changer dans les fonctionnalités offertes pour ce groupe. Je vais enlever le carnet d'adresse, les tâches, porte-document et tout ce qui est social. Social. Si on partage, c'est bon. Alors, ça c'est. J'ai modifié pour les utilisateurs, ils n'ont pas le droit, par exemple, d'avoir les tâches et d'avoir un carnet d'adresse. Je vais revenir au niveau de Guida. Et je vais modifier l'appartenance, il appartient à quel COS. Je vais faire l'université présente sur cette vidéocon. Ils ont la message. Générer des statistiques pareilles. Et vous voyez ici en quelques clics. Vous pouvez le faire en une semaine en suivant le service. Mais en quelques clics, vous avez ici des quotas. Et vous pouvez même gérer la notion d'envoi des messages pour le quota. Au niveau de tableau de bord d'administration, vous avez une visibilité sur l'utilisation de quotas. Vous avez la messagerie, vous avez ici carrément des courbes sur l'utilisation de votre messagerie. Je peux argumenter en utilisant ces schémas-là, voilà. On a investi dans une messagerie, mais le problème, c'est que les gens ne l'utilisent pas. Et je dis qu'il faut prouver, il ne faut pas dire que les gens ne l'utilisent pas. Voilà les informations. Pendant 2 mois, 3 mois de déploiement, on n'a que quelques mails qui circulent dans le serveur, et le reste, il n'y a que des spams. Le reste, il n'y a que les spams. Il y a la taille des emails envoyés pour voir les pics que vous avez. C'est-à-dire, vous autorisez les gens, par exemple, d'attacher un fichier de 5 mégas. Mais pour des raisons, par erreur, il y a des gens qui peuvent, des administrateurs qui peuvent attacher plus. Quelqu'un de 5 mégas, on va aller jusqu'à des mégas. Imagine que cette erreur, je l'applique sur un groupe FlatOS, avec 20 000, par exemple, étudiants. Chacun un méga, l'espace là. Un point très important aussi, c'est l'activité anti-spam, anti-virus. Généralement, on parle on a un anti-spam, on a un antivirus, mais on parle ni d'apprentissage, ni d'auto d'utilisation, ni sur ce antivirus, ou bien ce anti-spam, quoi, d'origine des spams. Et vous voyez que les choses que vous montrez, c'est des trucs qu'on peut le faire, même qu'on n'est pas des informaticiens. Mais il y a d'autres informations qu'on peut avoir en tant qu'administrateur. Quelqu'un qui est qualifié de faire du scripting, dès que le taux, par exemple, de anti-spam est là, il va m'envoyer carrément un SMS pour le voir, le serveur il est en état critique. Autre chose, parmi les fonctionnalités qu'on peut avoir dans Zebra, qu'on peut l'interfacer avec un serveur SMS. Si l'université elle a par exemple un serveur SMS pour envoyer des messages
d'avertissement, bien d'information à travers un centre d'aide. On peut utiliser carrément Zimbra pour faire ça. On n'est pas obligé d'acheter un outil qui vous permet de faire ça. Aussi, la voie IP, quelqu'un, il peut se connecter et appeler quelqu'un d'autre au niveau de l'université en se basant sur Zimbra si vous utilisez une solution qui utilise ce qu'on appelle bien recommandation, bien le protocole HIP. Les gens qui utilisent Asterix ou bien les gens qui ont une solution hard de voie IP, ils peuvent bénéficier de cette fonctionnalité dans Zimbra. Et vous voyez dans ce cas-là qu'on n'est pas obligé d'avoir plusieurs comptes et plusieurs mots de passe. Et ça, c'est le souci des administrateurs. Chaque fois, ils l'appellent, voilà, j'ai perdu mon passe de e-learning, j'ai perdu mon passe de messagerie, puisque tout simplement, des fois la messagerie, ça fait un bon chef de la messagerie. Il fait confiance du Yahoo ou du Gmail que la messagerie officielle. Mais lorsque l'utilisateur va voir une solution robuste qui répond à ses besoins et elle est disponible en termes de haute disponibilité, il doit faire confiance, bien sûr, à cette. Ça, c'est côté. Et vous voyez ici aussi, il y a des informations sur l'utilisation du disque. Ça, c'est très important, puisque si le disque va être saturé, puisque le stockage, c'est la chose la plus importante de la messagerie. Il ne faut pas mettre un serveur, même maintenant on a dit plusieurs un serveur postal avec des billes de disques d'arrêt, on est à l'aise. Oui, généralement, on ne parle plus maintenant de stockage local, mais beaucoup plus en stockage en SAN. Il y a maintenant des solutions de stockage qui vous permettent de transférer 100 gigas une seconde. Et vous voyez la rapidité d'envoi de données. Ce n'est pas la même chose que même dans un disque local, la solution de stockage SAN via NAS est plus rapide que celle du interne. Je vous donne ici aussi des informations, ça c'est très important, sur les comptes. Vous avez des statistiques très importantes sur l'utilisation des comptes. Je peux avoir une idée sur les comptes verrouillés. Par exemple, vous avez des comptes pour l'utilisateur, il a verrouillé pour une raison ou une autre. Par une demande de l'administration, il faut verrouiller tel et tel. J'ai des statistiques. Par exemple, les comptes clôturés, comme les universités, ils ont peu de moyens pour avoir des solutions sophistiquées, carrément pour sauvegarder tous les utilisateurs, même les gens qui ont quitté l'université, on est obligé de clôturer les comptes. Dès qu'un utilisateur, par exemple, quitte l'université, on clôture le compte d'armes. Mais on clôture le compte d'armes, ça ne peut pas clôturer, il ne va pas utiliser la messagerie, il ne va pas accéder, il ne va pas consommer de ressources, mais dès qu'il décide, par exemple, pour une raison ou l'autre, un étudiant fait en 5e année, 2 ans, 3 ans, il fait magistère, et il veut bien, voilà, je fais maintenant magistère et plus tard les enseignants. Il a toujours sa messagerie. Il y a des non actifs, et vous voyez ici, c'est les comptes aussi d'administration, puisqu'on veut déléguer l'administration. On a dit qu'on veut déléguer l'administration. Donc on va avoir des sur les utilisateurs qui ont le droit de faire de l'administration. Donc ça c'est. Il y a aussi la notion de Zimlet. Vous voyez ici quelques Zimlet femmes. Par exemple, ici il y a le Zimlet femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un utilisateur il a un écran sur l'interface Zimbra qui lui permet de faire des appels téléphoniques. Quelqu'un qui configure Skype avec Zimbra, il peut
qu'ils appellent Skype à partir de Zebra sans sortir sans s'identifier sur Skype à nous. Ça, c'est une fonctionnalité. Il y a aussi, c'est la nouvelle, c'est ProPoint, c'est l'une des sociétés qui font le greffage de données. Maintenant, il y a un petit problème dans toutes les solutions de messagerie. Parce qu'on place un message global, il peut dire tout. On ne peut pas interdire de le parler. Ça revient en conscience des gens. Je suis administrateur, mais comme vous savez, la messagerie terminée. Alors maintenant, avec l'arrivée de ProPoint, vous pouvez crypter le message avant de l'envoyer. C'est-à-dire l'administrateur, même si la messagerie terminée, le message, pour lui, c'est de chez nous. Il y a aussi, vous avez le antivirus et anti-spam sont intégrés et vous pouvez renforcer avec l'anti-spam, l'antivirus de ProPoint. C'est une partenariat qui vient d'être concrétisée entre VMware et ProPoint pour intégrer les solutions ProPoint directement en couche dans Zebra et qui va faciliter plus ou bien sécuriser plus le serveur. Il y a aussi attache mail, attache contexte, il y a le WebEx, les gens qui assistent à des séances de visioconférence mais à travers le WebEx de Cisco. Généralement, on a l'habitude de se connecter sur des conférences d'ordre public où les gens se connectent pour suivre une conférence. Ils peuvent le faire directement à partir de Zebra. Et vous voyez ici qu'on parle plus de messagerie. La partie messagerie occupe 5 ou 6% de sa solution. Le reste, c'est les nouvelles technologies qu'on utilise maintenant pour communiquer, collaborer, partager. Ça, c'est très important. Pratiquement ça, je vais faire une petite recherche et l'enregistrement. Je vais faire, par exemple, au niveau de mail, tous les emails de admin. Ça, c'est tous les emails que j'ai en tant qu'admin. Je peux faire enregistrer. Ça, c'est recherche, admin. Pour voir, il va le placer où? Enregistrer. Et là, j'ai les envoyés, j'ai tout. Si je fais recherche admin, il va faire instantanément la recherche. Il va inclure à nouveau tout ce qui est nouveau par rapport aux critères de recherche. Je vous donne la conversation, type d'affichage par conversation. Et vous voyez ici que le test annulé, ça c'est une conversation, bien un mail que j'ai envoyé à des utilisateurs. On a échangé pas mal de mails dans le même contexte. Il va les grouper. Soit vous le faites par conversation, et là vous voyez qu'on a une seule conversation, c'est-à-dire un seul mail, là où j'ai échangé plus d'un mail avec les utilisateurs, comme je peux le mettre comme en tant que mail directement sans passer par. Il y a les spams, il y a les emails ici. Vous voyez, ça c'est. Malheureusement, je n'ai pas Internet, je n'ai pas configuré LinkedIn comme étant un réseau professionnel pour accéder à mes contacts. Ça veut dire quoi, LinkedIn? Si je veux envoyer un mail, une carte d'adresse, dès que je fais par exemple Guida, un le compte textuel qui te dit des informations sur le compte LinkedIn, des activités professionnelles de contact. Il y a aussi le map. Le map, ça veut dire quoi? Dès que vous envoyez un mail, ou dans le mail, il y a quelque part adresse, dès que vous pointez avec la souris, vous avez automatiquement la carte vers l'endroit. La carte pour qu'il vous mène vers l'endroit où le mail a été, plutôt l'adresse a été mentionnée. Il y a, même pour la date, vous mentionnez une date, automatiquement il va vous donner les informations de disponibilité par rapport à votre agenda. J'ai un message
vous avez un rendez-vous demain à telle heure. Vous pointez sur la date et vous dites, voilà, à telle date, vous avez une réunion, par exemple, à la telle université. Ça, c'est quelques exemples d'utilisation de la messagerie. Alors, je vous passe la parole si vous avez des questions. Il y a des interventions. Est-ce que vous pouvez avoir plus d'informations, de précisions, revenir sur un point particulier? N'hésitez pas, on attend vos interventions. Salam alaikum. C'est l'université de Chlef. Je remercie M. Guida pour cette communication. Alors, je reviens sur le point des sauvegardes et restauration. C'est-à-dire que chez nous, on a Zebra 7 open source et on voulait faire une sauvegarde de serveur. Comment faire ça? Est-ce qu'à partir de la console d'administration, est-ce qu'on va utiliser un script? C'est-à-dire comment faire une sauvegarde ou bien une restauration de tout le système, de tout le serveur. Voilà ma question. C'est le type de sauvegarde qu'il peut faire Zebra, c'est ça? Voilà. Alors maintenant, pour le sauvegarde, vous avez deux choses. Soit sauvegarder le système tout entier. Lorsqu'on parle de système, on ne va pas parler de système d'exploitation. C'est-à-dire, si vous avez installé Zebra sur Red Hat, lorsque vous faites une sauvegarde complète, ça veut dire si la config de Zebra, si les utilisateurs avec les données, avec les documents, avec les carnets d'adresse, tout. Maintenant, si vous installez sur une deuxième machine le même système d'exploitation et vous ramenez le sauvegarde que vous avez fait sur le deuxième et vous restaurez, vous aurez le même serveur maître. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de récupérer par l'eau d'utilisateur, comme vous pouvez faire une restauration à base de compte mail. D'accord. Ils sont intégrés nativement. D'accord, ça. Monsieur, vous voulez bien parler du sujet de licence un petit peu? Alors, une question posée par le collègue de l'Université du TRL sur la notion de solution, plutôt la licence. Alors, on va parler déjà sur l'initiative de CERIS. Pourquoi cette vidéoconférence? Pas pour faire connaître Zebra. Il y a des gens qui utilisent déjà Zebra. L'idée de CERIS et l'Islam, c'est d'avoir, s'il y a des universités qui s'intéressent à la version professionnelle. Alors, l'idée, c'est d'aller vers l'éditeur avec plus de comptes. Et là, on demande plus de réduction. C'est-à-dire, au lieu d'acheter à $5 par exemple, je vais dire, puisqu'on est l'interlocuteur entre vous et l'éditeur, on va dire, voilà, nos clients sont à 40 000 boîtes. On ne va pas lui vendre pour quelqu'un qui a 1000. Alors ça, c'est un point. Maintenant, pour les licences, il y a deux types de licences. Il y a ce qu'on appelle la licence perpétuelle, avec obligation d'acheter une année de séjour. C'est quoi le perpétuel? Lorsque vous achetez la première fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter une fois. Vous achetez la version totale. Alors maintenant, ça nécessite une année de support. Qui, si vous voyez que vous avez besoin de support, vous pouvez ajouter de support sur la version. Il y a deuxième, c'est l'annuel. L'annuel, elle est moins chère pour l'achat, mais à long terme, ça devient
Et là, donc, en hiver, vous n'êtes pas obligé d'acheter le CEPOR, parce qu'il est inclus. Il est inclus. Chaque année, vous êtes obligé de renouveler le CEPOR. Et comme au niveau de l'université, ce n'est pas facile de demander à l'université chaque année, on a cette histoire de renouveler avec. C'est pas facile de lancer carrément chaque année un appel d'offres pour attirer des ressources de l'État. Maintenant, pour le personnel, malheureusement, on a déjà travaillé avec l'éditeur sur le fait que les universités algériennes vont opter par Zembra. Et on a négocié avec eux de telle façon que si les universités vont aller vers Zembra professionnel, l'éditeur va offrir aux universités pour chaque enseignant acheter 20 étudiants gratuits. C'est-à-dire l'université qui va acheter pour 2000 enseignants está enseignants está intégré. Alors, 2000, ça va être 40 000 boîtes, mais plus utiles. Malheureusement, cette promotion, ça s'expire le 15 mars. On n'a fait gagner qu'une université de ça, qu'ils ont manifesté à temps. Maintenant, c'est pas vraiment, on ne peut pas dire qu'on va reprendre le même fait, on va négocier. Si on voit que la plupart des universités s'intéressent et le nombre il est intéressant, en tant qu'intégrateur et partenaire de BMR Zembra, on peut aller en force sur l'unité de l'entreprise. Voilà, on peut acheter plus d'argent, il y a plusieurs universités qui s'intéressent. Vous nous montrez la volonté d'aider l'université algérienne de sortir. Mais on va attendre les cours ou bien les cours des universités. Il y a des universités, c'est sûr que pour eux, Zembra, c'est pas intéressant. C'est plutôt des universités qui ont la possibilité de choisir telle ou telle plateforme. C'est-à-dire qu'il faut présenter le choix d'une autre manière pour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement sur Zembra. Vous pouvez aller sur les cahiers, c'est ça. Oui. Ou bien consultation. Consultation, il y a une spécification technique. Et la spécification technique, Zembra, par rapport à d'autres solutions propriétaires ou bien libres, elle est presque le seul qui a toute la pile intégrée. Lorsqu'on parle dans la spécification technique que la solution, elle doit intégrer un spam, anti-spam, antivirus, là, on parle plus de l'antivirus. Et avec d'autres, on peut orienter le cahier, il n'y a aucun souci. On peut l'orienter. L'idée, je reviens sur ce que M. Guida a dit. L'objectif qu'on se fixe par rapport à l'organisation de cette journée et par rapport aux travaux que nous avons avec Netslime depuis déjà plusieurs mois, années. Nous avons évalué la solution Zembra et on a bien découvert que beaucoup de fonctionnalités sont intégrées et que ces fonctionnalités sont adaptées à l'environnement des universités. Donc vous avez bien vu qu'il n'y a pas que de la messagerie, il y a aussi tout le système collaboratif. Et ce système collaboratif, il est très intéressant pour les universités. Mais, bien sûr, il y a une urgence par rapport à déjà la généralisation de la messagerie au niveau des universités. On sait pertinemment qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'exploitation de la messagerie au niveau des universités. Et donc, c'est une solution qui, en même temps, règle le problème de la messagerie et en même temps, elle donne des perspectives d'introduction de nouveaux environnements collaboratifs qu'il faudra commencer à proposer aux enseignants-chercheurs, au staff technique et administratif et aussi l'utilisation
d'utilisation par les étudiants. Donc, tout ça nous amène à organiser ces journées d'information, à vous donner le maximum d'informations. Maintenant, il est clair que chaque université doit suivre bien sûr ses procédures et par rapport aux procédures, bien sûr que si on veut atteindre des solutions les plus performantes, il y a des spécifications à demander pour atteindre ces spécifications les plus performantes. Donc ensuite, suite aux appels d'offres qui se feront, vous aurez des réponses probablement et logiquement, vous aurez à faire un choix. Donc, on essaye un peu d'anticiper les choses dans le sens où si on demande des spécifications les plus importantes pour qu'elles soient intégrées dans une même solution, il y a de fortes chances que Zimbra apparaisse. Il y a de fortes chances. Non, pas sûr, mais non. Maintenant, en parallèle, nous, qu'est-ce qu'on essaie d'avoir par rapport à l'éditeur lui-même? On se dit, si le nombre est très important, il faudrait que l'éditeur nous accorde des tarifs préférentiels. Donc, on essaye d'amener l'éditeur à avoir un contrat à travers le service Nextline pour tout le secteur, donc toutes les universités, centres de recherche et qui potentiellement sont des utilisateurs. Et donc c'est dans cet objectif qu'on essaye déjà de donner l'information, d'avoir un retour pour savoir est-ce que les universités, il y en a certaines qui utilisent, bon, on a peut-être l'information, qui ont l'intention d'utiliser, donc il faudrait peut-être qu'on le sache, et qui peut-être planifient de commencer à aller vers une solution de messagerie. Dans ce cas-là, si on va vers, on a dit, des solutions performantes, avec ce qu'on a dit, des spécifications très globales par rapport à une seule solution. Donc là, on ira vers cette idée d'avoir un contrat avec des tarifs très préférentiels, et c'est l'objectif qu'on se donne par rapport à l'éditeur. Donc, ce n'est que peut-être un début, on est en train de commencer un processus. On le fait donc partagé par tous, donc à travers les universités. On fera probablement les choses par étapes, donc peut-être qu'il y en a un certain nombre d'universités qui sont prêtes. Donc on va essayer de voir donc avec l'aide de Nextline comment les choses peuvent s'organiser, c'est-à-dire notamment la partie support et aussi l'organisation de formation. Donc l'organisation de formation, on le fera en étroite collaboration entre Nextline et Luceris, où les universités donc, qui auront déjà fait le choix, ou qui sont prêtes à le faire peut-être au courant de l'année, bon, on essaiera de faire en sorte que le processus se mette en place et que les activités qui tournent autour donc, soient organisées avec la collaboration bien sûr de Nextline. Donc c'est important. Vous avez une solution qui est hautement performante. On a un représentant en Algérie qui a les qualifications qu'il faut et on est en face de besoins au niveau des universités. Donc essayons de voir comment organiser tout ça. Voilà. C'est un peu l'objectif de cette journée et à travers les informations qui vous ont été communiquées. Donc, on commence à établir un premier état, une première situation et on verra comment les choses vont évoluer. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est parmi les universités qui sont connectées actuellement, est-ce qu'il y en a une ou deux ou plusieurs où ont utilisé la solution open source ou sont allés vers déjà la solution avec support? Est-ce qu'il y a une université qui a utilisé Zimbra? Oui, l'université de Chlef, on utilise Zimbra open source. Très bien. Est-ce que vous avez utilisé avec une exploitation ou vous êtes en phase de test? En exploitation, donc on a presque 100, 200, 300 enseignants avec
Vous pouvez parler plus fort, on ne vous entend pas mal, pas bien. On exploite la version Zebra 7 avec presque 700 enseignants et avec une centaine d'étudiants. Voilà. Et ça fait un an qu'on utilise cette solution. Et est-ce que vous avez rencontré des problèmes ou est-ce que vous êtes relativement à l'aise? Pour le moment, à l'aise, pas de problème. Mais on cherche toujours une solution de sauvegarde ou bien de restauration en cas de problème ou bien en cas de... Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est comment faire la sauvegarde ou bien la récupération du serveur en cas de problème, bien sûr. Sauvegarde, dans la version open source, elle n'est pas ouverte. Vous pouvez faire des efforts et le faire dans les deux commandes. Par contre, je ne recommande pas si vous n'avez pas des compétences, puisqu'on le faisait avec les clients, ils ont des compétences de change fois, ils ont des problèmes. C'est-à-dire, à la fin, ils se rendent compte que le coût d'intervention des consultants, ça revient par la suite le même que de support. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait qu'on sache que, bon, c'est-à-dire que pour commencer avec des solutions open source, bon, il n'y a pas mieux, d'accord? Mais il faudrait que vous sachiez, quand vous êtes en phase d'exploitation, vous arrivez des fois à une limite. Ça peut être le dimensionnement, ça peut être le nombre, ça peut être des fonctionnalités. Oui. Bon, maintenant, pour la partie sauvegarde, donc il y a la possibilité, mais c'est à, on va dire, l'administrateur de le faire, mais à, on va dire, à ses risques et périls. Ça peut fonctionner, il peut avoir des problèmes, il peut... Bon. Donc, l'open source, c'est bien pour des environnements bien maîtrisés, c'est-à-dire peut-être jusqu'à un certain nombre, mais il faudrait que maintenant, quand vous êtes en exploitation, vous savez que vous avez en face, je ne sais pas, des milliers d'utilisateurs. Les utilisateurs, ils ne vont pas vous comprendre quand vous allez leur dire on a des problèmes et on n'arrive pas encore à les régler. Donc c'est là où il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, comme il disait, si à chaque fois vous avez besoin d'appeler des consultants, et encore à l'université, je sais que ce n'est pas évident, parce que pour appeler un consultant, il faut pouvoir le payer, et payer un consultant à l'université, c'est pas chose simple. Donc, il faudra déjà commencer à réfléchir à intégrer dans les solutions ce qu'on appelle le support. C'est un coût que les équipes techniques maintenant doivent commencer à intégrer dans leur approche. Parce que quand vous voulez aller vers ce qu'on appelle l'exploitabilité des services, pour que ce soit opérationnel, on va dire 365 jours flâner, il faudrait que vous soyez équipé pour. Il ne faut pas, c'est-à-dire il faut pas continuer à utiliser des solutions qui peuvent répondre à des besoins limités. Donc je pense qu'une université maintenant c'est devenu comme une entreprise, donc il faut penser à il faut avoir en tête toutes ces considérations. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas une solution fermée, elle reste open source, donc pour l'équipe technique, c'est un plus. Et pour être à l'aise, il y a l'aspect support qui vient aider les équipes techniques en cas de problème. Des fonctionnalités qui n'existent pas. Plus les fonctionnalités qui n'existent pas, parfois qui sont primordiales, effectivement. Dans un environnement officiel. Donc il faut encore maintenant, il faut intégrer un peu tous ces aspects au niveau de votre exploitation. Et c'est ça qui fait que demain, la messagerie, elle sera utilisée par tous. Hein.
Et l'objectif, c'est ça, c'est que la messagerie soit utilisée. C'est pas uniquement installé, testé, et ensuite, dès qu'il y a des problèmes, les gens ne vont plus l'utiliser. Donc, c'est d'aller vers des solutions professionnelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui, جميع إسرائيل جميع إسرائيل. تفضلوا parlez un peu plus fort pour qu'on vous entende. Monsieur Guida, si vous voulez, je veux qu'on revienne sur le point de la SSO. Je veux qu'on revienne sur le point du SSO. Si comprendre et les annuaires de la ZIMA. Maintenant, on sait que les universités sont dotées des applications qui sont déployées. Pardon, rapprochez-vous du micro, on ne vous entend pas. Quand on se rend bien bien. Je pense que c'est le maximum. C'est le maximum. Ah oui. Allez-y. Monsieur Guida, ça va comme ça? Ça va, merci. Bon, je veux que vous reveniez sur le point du SSO et les annuaires. Le déploiement et comment assurer l'interface entre les applications qui sont déployées et Zebra. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'on peut dire que Zebra est un espace numérique de travail ou bien il met en place un espace numérique de travail, un ENT? Zebra. Est-ce qu'on peut dire que Zebra est un espace numérique de travail ou bien il met en place un système numérique un espace numérique de travail? Alors, côté espace de travail numérique ERP, il est loin d'être le cas. C'est pas le cas ni de ERP ni de GET. C'est des fonctionnalités de base pour la collaboration, éditer un fichier, faire un fichier Excel, un fichier doc, faire une version du fichier, ou bien partager carrément des fichiers. Maintenant, pour le SSO, et je vous donne un petit scénario. Supposons que vous avez, généralement, plus d'universités, on a la notion de proxy, là où les utilisateurs se connectent sur Internet à travers le proxy, pour alléger la connexion, pour gagner de bonnes passants. Maintenant, le souci des universités, c'est d'avoir une solution pour l'authentification des utilisateurs. Généralement, avec le Squid, les gens offrent soit pour une authentification locale sur le Squid, là où si le nombre va dépasser 2000, 3000, ça va être un peu gênant. Et la solution adéquate, c'est d'aller vers une authentification LDAP. Là, la solution Zebra, on peut utiliser l'authentification LDAP de Zebra pour authentifier par exemple les gens sur Squid. Ça c'est une possibilité. On peut interfacer par exemple d'autres solutions qui se basent sur LDAP pour s'authentifier, mais il y a la notion d'adaptation. Puisque maintenant, avec l'arrivée de la notion de portail, et généralement les gens, la communauté utilise le portail, déjà pensé par des gens du domaine, de l'université, on parle de canal. On parle de canal dans le portail. Où ça demande de développement. Lorsqu'on parle de développement, on face à une solution open source ouverte. Là, on peut s'interfacer avec la solution. Ce n'est pas la même chose d'une autre solution de messagerie. Est-ce qu'on peut avoir, chaque université, elle nous donne juste une description de la solution qui est utilisée, la messagerie, pour qu'on ait un état de situation. On peut commencer par l'université de Mstrad.
l'équipe technique est là. Pour la solution de Sachet Mostaganem, nous avons la solution WebMail. Comment? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? WebMail. Webmail. WebMail, mais sur quelle solution? WebMail, c'est l'interface. Vous utilisez quoi comme SendMail, Postfix, Exim? C'est le postfix. Postfix. Avec une interface avec WebMail. Avec une interface WebMail, c'est ça. D'accord. Vous avez à peu près combien de comptes? À peu près 500 comptes. 500 comptes. 500 comptes. D'accord. Juste pour les enseignants et les administrateurs, c'est-à-dire on n'a pas les comptes pour les étudiants. Oui, bien sûr. Vous avez des comptes pour des enseignants? Pour les enseignants, pour les administrateurs et pour pour les étudiants doctorants. C'est-à-dire pour les étudiants, on ne crée pas les comptes. D'accord. Est-ce que vous avez intégré les facultés ou vous avez comment vous avez Ah oui, y compris les facultés. y compris les facultés? Mais 500, vous n'avez pas, je pense, tout le personnel enseignant. Non, parce que tout simplement, on avait mis en place une solution, on vient de migrer d'une solution à une autre. Il y avait un changement, donc c'est pour cela qu'on a juste ce nombre de comptes. Est-ce que vous avez une idée à peu près sur le nombre de staff techniques et enseignants que vous avez au niveau de l'université? Donc, entre enseignants, 2000 en tout. Donc, on a 800 enseignants et 1200 administrateurs. 100. Entre enseignants et administrateurs, c'est 800. C'est 2000 entre enseignants et administrateurs. C'est 2000 enseignants. En tout, c'est 2000. Ah, c'est bon. Est-ce que, bon, on la posera après, la délégation.